Hello à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de Boss. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Arthur Bourgeois, fondateur d'une communauté de télétravailleurs et senior product manager chez Human Linker. Arthur qui a travaillé aussi sur une thèse professionnelle en innovation. On est super heureux de l'avoir. Enchanté, enchanté à tous. On va parler de comment créer un SaaS avec des valeurs humaines, aussi comment trouver ses partenaires. Donc, on peut commencer par une question très simple. Qu'est-ce qui t'a plongé sur cet univers? Yes, bah, trop cool, merci pour l'intro. En tout cas, Victor, je suis ravi d'être là. On va apprendre à faire encore plus connaissance, donc ouais, trop cool et je suis chaud patate. Ce qui m'a attiré en tout cas, c'est chez ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, ça fait 10 ans maintenant que j'évolue dans cet univers. Ce que j'aime énormément, ça va être le côté flexible. Tu peux toujours mieux faire, tu peux tout le temps jouer sur un élément pour pouvoir rendre un SaaS plus flexible. Il y a le côté évolutif, ça évolue en permanence, faut s'adapter, faut se remettre en question. Il y en a des nouveaux qui se créent tous les jours. Donc il y a vraiment ce côté évolutif que j'apprécie énormément. Tu as une partie d'accessibilité. Quand on parle de SaaS, il suffit d'une connexion Internet et d'un device pour pouvoir aller rechercher des SaaS, commencer à les tester, à vivre une expérience à travers eux. Le SaaS, ça a révolutionné pas mal de choses quand tu prends aussi l'impact sociétal, l'impact social. Si tu prends comme exemple les réseaux sociaux, ça a redistribué les cartes un petit peu au niveau de pas mal de choses. Donc il y a un côté réhumanisant parce que du coup un individu peut maximiser les interactions qu'il peut avoir avec différentes personnes. Et après il y a ce côté déshumanisant où du coup tu vas être en interaction derrière un écran. Nous, c'est cool parce que là, on se voit et du coup, il y a un vrai échange. Mais si tu étais juste derrière ton clavier ou en train d'interagir avec des gens, du coup, tu perds un petit peu ce côté humain où tu vas aller palper des éléments de comportement. Donc, il y a un juste milieu à trouver par rapport à ce qu'on veut. Puis, il faut faire attention à ça également. Donc, quand tu prends par exemple Internet, ça nous a ramené la connaissance à tous. Donc, du coup, il te suffisait d'être connecté à Internet pour avoir cherché plein de connaissances. Et du coup, tu pouvais aller chercher pas mal de SaaS. Quand tu prends le SaaS, il y a un aspect qui est beaucoup plus fort qui va être l'approche servicielle. Donc, du coup, quand tu crées un SaaS pour répondre à n'importe quel type de besoin, du coup, tu vas le mettre en place, tu as des utilisateurs, puis après, petit à petit, tu vas avoir de la concurrence. Et pour te distinguer de cette concurrence, du coup, tu vas tout miser sur l'expérience utilisateur que tes utilisateurs vont vivre à travers tout leur cycle de vie, à travers dans ton SaaS. Donc du coup, cette approche servicielle qui fait que tu dois te distinguer en vivant une vraie expérience, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément et qui fait que tu te passionnes rapidement pour cette thématique. C'est un univers qui transforme les entreprises. Tu es toujours en quête d'innovation, tu en as dans tous les domaines. Ça arrête pas de popper tout le temps, donc du coup, tu dois en permanence t'adapter à cette partie-là. Puis moi, le côté déclencheur pour pouvoir vraiment valider ce côté intriguant, curiosité qui m'a fait me plonger dans le 16, c'est mon métier de product management qui me colle bien par rapport à mon profil. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup me remettre en question, qui aime bien m'adapter à une nouvelle situation, à sortir de ma zone de confort pour pouvoir aller tester, itérer des nouvelles choses. Et du coup, dans le SaaS, avec ce côté évolutif et flexibilité qui peut apporter derrière, c'est, c'est un match qui me correspond bien. On doit coller avec plein d'individus différents sur un même système. C'est vrai que c'est Ouais. des valeurs qui sont fortes. Et comment tu es arrivé aussi dans, dans l'entrepreneuriat juste après tes études? C'était quoi ta première expérience sur du SaaS qui t'a fait vraiment décoller d'un point de vue skills? Ouais, carrément. Ce qui m'a amené vers ça, c'était pas un choix, hein. Tu sais jamais, moi je suis une personne qui aime bien suivre une intuition, qui va saisir des opportunités à un instant T quand elles vont se présenter à toi. Et puis là, du coup, faut avoir la force de faire le choix et puis de la saisir, puis d'y aller vraiment. Comme je te l'avais dit, moi j'ai eu une succession du coup de choix, hein, comme tout individu aussi. Moi j'ai grandi à l'étranger avec mes parents qui étaient instits, avec qui prenaient du coup des contrats locaux. Moi j'ai passé mon bac du coup en Thaïlande. Et à l'issue de mon bac, je voulais pas faire d'études. Donc j'ai fait un choix de pas faire d'études. Je suis parti en Australie pour surfer, faire des petits boulots, me développer un petit côté des mers d'art.
Et puis, euh, et puis derrière, ça forge ton caractère. Donc j'ai compris aussi que j'étais une personne qui aime bien avoir de l'impact. Et du coup, ben, tu vas arriver vers cette partie d'entrepreneuriat en développant un esprit entrepreneurial. J'ai fait le choix à un moment donné de revenir en France pour faire des études et j'ai fini effectivement en école de commerce pour faire ma thèse professionnelle en innovation collaborative. Et là aussi, c'était des choix. Que j'étais en école de commerce, j'étais voué à porter un petit costard cravate à Paris dans un cabinet de conseil en stratégie pour vulgariser la chose, bien évidemment. Et puis, L'enfer. j'ai fait le choix Ouais. de rester à Nantes. Et puis, Ouais. je me suis bougé les fesses. J'ai commencé à comprendre que j'aimais ce côté vraiment entreprendre sur quelque chose de nouveau. Et puis, j'ai rencontré Séverine Pirot sur Nantes qui a monté une agence digitale et qui était vraiment à une phase de pure idéation, qui avait un Mhm. concept et elle voulait du coup ben, le développer. Et c'est comme ça que du coup on a pu s'associer et puis que j'ai co-créé Keeple. Et là du coup c'était vraiment mon premier pas en tout cas vers ce monde de l'entrepreneuriat pour monter from scratch un produit, une plateforme qui aidait les collaborateurs d'une entreprise à s'y retrouver par rapport à leurs compétences digitales pour leur proposer des parcours de formation et de monter en Mhm. compétences. Donc c'est plein de choses. Il faut vraiment bien se connaître, même si ça prend toute une vie pour bien se connaître. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui suis très émotionnel à une vision d'entreprise et à l'humain. Et j'ai besoin de vivre une expérience humaine pour tout le temps aller dans cette quête de la vision qui a, qui a pu qui a pu être mise en place. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de cerner les gens. Et je suis une personne qui peut pas entreprendre tout seul. J'ai besoin d'être challengé, j'ai besoin Ouais, de... carrément. C'est sûr que la vie tout seul, c'est vite boring. Ok, et comment tu donnes justement, parce que du sens justement à ta vie par du produit. C'est vrai que quand on se lève le matin, qu'on n'aime pas forcément ce qu'on fait, généralement on devient vite dépressif. Comment tu Bon, sais que c'est le produit qui te convient? Je sais que tu avais eu beaucoup de propositions après ta première expérience. C'est quoi tes marqueurs, on va dire, pour trouver ben, soit le bon produit, soit les bonnes personnes? ouais. Je pense que énormément de personnes se lèvent le matin et qui n'ont pas forcément de projet peut-être des fois entrepreneurial ou même leur produit qui leur convient, qui se posent la question. Tu leur conseillerais quoi là aujourd'hui? Ouais, puis ça rejoint le fait que déterminer en tout cas une vision produit qui est un exercice en tant que product manager qui est complexe, sur lequel tu t'améliores tout le temps. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, oui, j'ai eu un petit passage où j'ai eu l'opportunité effectivement de me faire pas mal chasser, mais je voulais vraiment bien comprendre comment tu pouvais mettre en place une structure de product management quand j'étais vraiment au début du coup de ce métier-là, où je me suis vraiment passionné dans le product management. Moi, je lis pas de romans, par contre, en product management, j'ai énormément Ouais, de t'as tous bouquins. les bouquins quoi, ouais. J'ai du mal à me mettre dans un roman. Par contre, sur le product management, je sais pas pourquoi, j'aime bien Ouais. apprendre, tester. Il y a tellement de frameworks, il y a tellement d'éléments. Et du coup, je me suis amusé à passer des entretiens pendant 3 mois où j'étais déjà en poste et je recherchais pas un nouveau boulot dans un maximum d'entreprises, startups, scale-up françaises pour arriver en fin de course, avoir un entretien avec le CPO et lui poser plein de questions Mhm. sur ben, qu'est-ce qu'il avait mis en place et puis même vis-à-vis de moi, du coup, qu'est-ce qu'il pouvait me faire faire. Donc moi, derrière, c'était encore une fois le côté opportuniste. S'il y avait une opportunité, pourquoi pas. Ouais. Euh, Ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde et puis de m'ouvrir des portes aussi. Donc, si je reviens à ta question, excuse-moi Victor, le sens, donc trouver du sens, cette quête de sens en tout cas, il y a, il y a beaucoup de choses. Quand tu es dans une boîte ou si tu es entrepreneur, c'est ultra important d'abord d'avoir une vision, de te donner un cap et de savoir vers où tu veux aller. Et après, il faut, selon moi, impliquer, c'est un exercice qui est facile à dire, mais par contre, au niveau des faits, c'est plus complexe, c'est d'impliquer un maximum de monde. Donc, et de le faire systématiquement. Tu peux pas poser et valider une vision tout seul dans ton coin en te faisant un créneau de deep dive pendant 4 heures. T'es obligé d'aller échanger, d'aller au recueil du besoin, que ce soit en tant que product manager, que ce soit tes clients internes, tes collaborateurs ou tes clients externes qui vont être du coup tes end users. Donc, faut vraiment la déterminer. Et puis, pour trouver du sens derrière, faut que ce soit collaboratif. T'es jamais tout seul. Donc, du coup, il doit y avoir une communication
transparente sur ce cap en impliquant un maximum toutes tes parties prenantes. Tu évolues toujours dans un écosystème et tu vois, nous, chez Human Linker, ils ont levé des fonds. Donc, tu vois, dans notre écosystème et dans nos partenaires, on va avoir des investisseurs, des business angels. On a des partenaires, on a des clients, on a des collaborateurs. Faut vraiment impliquer un maximum de gens pour que cette vision résonne, que tout le monde puisse y adhérer, même si c'est toi qui vas aussi créer des attentes par rapport à ça. Mais il faut le faire. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles moi je m'éclate vraiment dans mon sweet spot, qui est vraiment la partie early stage. Et après, ben, avec cette envie de vivre aussi une scalabilité où tu vas restructurer pas mal de choses, on pourra en parler après. Mais le sens va venir de cette vision. Parce que du coup, tu vas déterminer, tu as une idée, tu vas la conceptualiser, tu vas avoir une vision. Derrière, tu pourras en faire découler une mission. Tu vois, nous, la vision pour Human Linker, ça va être d'aider toutes les personnes qui font de la prospection à automatiser du coup une partie de la personnalisation pour derrière réhumaniser les interactions et cette stratégie d'engagement que tu peux avoir vis-à-vis de tes prospects. On a aussi une mission où on veut démocratiser justement au plus grand nombre cette compétence de personnalisation via toutes les technos qu'on met en place. Donc tu vois, derrière, quand tu me demandais comment tu trouves les choses, faut que ça résonne en toi. Donc tu trouveras jamais, enfin jamais, faut jamais dire jamais, mais le produit parfait qui matche avec toutes tes valeurs au niveau de la finalité du produit ou autre chose. C'est Donc sûr. derrière, faut savoir c'est quoi la typologie d'expérience que tu as envie de vivre, avec qui tu Mm. as envie de vivre. Donc moi, ce que je fais, c'est que typiquement à Human Linker, quand j'ai passé différents entretiens dans différentes entreprises, encore une fois, pour reprendre la partie vision humain, il y a eu un match très très fort avec Thibaut et Régis, qui sont les deux founders de Human Linker. Et ils l'ont ressenti tout de suite. Et je suis très honnête par rapport à ça. J'ai vraiment envie de vivre une expérience humaine avant toute chose. J'ai besoin Ouais. que au niveau du fit, ça se passe bien. Qu'on soit comme si, je veux pas qu'on soit copain-copain, il y a une relation professionnelle qui se met derrière. Ouais. Par contre, je veux qu'il y ait du respect, je veux qu'il y ait de la confiance, je veux qu'on me donne une certaine dose d'autonomie pour me responsabiliser dans ce que je vais faire. Et derrière, c'est ça qui va me permettre de trouver le meilleur parcours pour arriver à ce cap-là. Donc, via en dressant une roadmap et, euh, et arriver du coup à ta vision. Bah, ils ont une grosse chance de t'avoir avec ces valeurs-là. Je pense que ça peut qu'aller très loin, Evan Linker. En tout cas, je pense qu'il faut pas se mentir et ce climat de la confiance. Moi, j'ai pas mal étudié du coup l'holacratie, les entreprises libérées, le management horizontal, et sans rentrer là-dedans, vraiment bien s'entendre humainement avec qui tu vas travailler, au-delà d'un simple rapport boulot, c'est important. Moi, quand je travaille avec quelqu'un, j'ai besoin de savoir ce qu'il a vécu, s'il est en couple, où est-ce qu'il, tu vois, qu'est-ce qu'il aime. T'as besoin de le sentir, t'as besoin Avant, de sentir une odeur. voilà, j'ai besoin de cerner les gens, tu vois, sinon ça passe pas. Ok, ben c'est beaucoup plus clair maintenant. On va revenir peut-être sur ton aventure aussi sur Eman Linker juste après. Ce qui est intéressant aussi, c'est la vision justement que tu as d'un marché, d'un produit, aussi en plus de tes partenaires. Si par exemple, on peut prendre un cas concret que j'ai en ce moment, j'ai un ami très proche Trop qui cool. s'appelle Mika, que ça fait 1 an qui travaille sur son app. Ok. Le concept de son app, c'est assez simple. C'est simplement de se mieux souvenir des personnes que tu rencontres. Par exemple, si je sais pas si tu as déjà fait un petit peu des events, on va dire un event pro, ou ça peut être même Des salons. perso, hein, par exemple sur un festival ou autre, tu peux rencontrer des fois 30 personnes sur 4 jours. Donc mieux s'en rappeler et de créer un système justement de souvenirs avec une photo en fait pour immortaliser chacune de ces rencontres et un petit peu comme à l'instar d'un B-reel, Ah ouais. Bon. justement créer quelque chose de plus humanisant sur les rencontres qu'on peut avoir aussi dans son réseau d'alumni. Comment tu peux savoir sur une idée, on va dire assez simple comme celle-là, mais voilà, qui peut avoir son intérêt, comment ça peut répondre à un marché? Euh, et, et- et voilà, je sais qu'on avait aussi parlé la dernière fois de pré-market fit. Voilà, sur ces termes-là, qu'est-ce que tu conseillerais à Mika aujourd'hui Ok. pour avoir la meilleure expérience, qui est Ok. pas forcément facile hein, quand tu commences avec tes fonds, Bah non, non. etc. Et ça arrive en août, mais Ok. c'est vraiment D'accord.
Ok, ok. Donc il y a encore pas mal de choses qui peuvent être améliorées. Alors déjà, par rapport à ce que tu dis, je suis pas, je fais des prédictions, mais tu sais jamais en fait. Tu sais jamais si, si ton produit va matcher du coup avec un besoin. Surtout ben, quand tu es au tout début, dans un contexte early stage, tu as tout à prouver. Donc tu as vraiment tout à faire, tout à prouver. Donc par rapport à ton ami Mika, ce qui est ultra important, dans cette phase de conceptualisation, ça va être déjà d'identifier les problèmes auxquels son produit va répondre. Enfin, c'est ce que je dis souvent, il faut vraiment partir du problème. Donc et dès que tu as vraiment identifié un pain, ce problème-là, majeur, et bien derrière, tu vas pouvoir partir dans un travail d'exploration qu'on appelle, de discovery en produit, pour trouver la bonne solution qui, répondra du coup, le mieux à ton problème. Donc, heu, donc après moi avec ma casquette de product manager, j'aime bien ce genre de questions parce que moi j'ai plein de questions du coup derrière et tu les On va 5 faire une pourquoi. deuxième session avec Mika. Ben ouais, tu fais ça, mais du coup, tu vois, là pour le coup, c'est quoi son problème case? Tu vois, est-ce que c'est pour lutter contre les gens qui font de l'amnésie? Tu vois, moi Ouais, c'est surtout typiquement, aussi, par si exemple, sur ton LinkedIn, par exemple, tu as plein de connexions, généralement, qui te servent à pas grand-chose. C'est de retrouver à l'essentiel, je sais pas, en réalité, tu as besoin d'un réseau de peut-être 300 personnes. Et retourner dans ce cas de figure-là, tu vois, un petit peu sur, par exemple, ouais, je vois. Biril, c'est l'anti-Instagram, là, c'est un peu l'anti Oui, oui. LinkedIn. Moi, perso, parce que je cherche beaucoup de développeurs tout le temps, je fais aussi un peu de la prospection un peu massive. J'ai 15 000 personnes en connexion sur LinkedIn. Ça me sert plus à rien, quoi. Dans eux aussi, quoi, le jour J où, mais ouais, non, non, mais je comprends en Ça. tout cas, mais ouais, c'est Ouais. pour savoir, ça va vraiment être ça, c'est vraiment de bien identifier cette partie de problème, de pouvoir faire tout un travail d'exploration où tu vas faire de la user discovery, où tu vas aller interroger des utilisateurs potentiels par rapport aux personas que tu vives, enfin, que tu cibles, qui vivent du coup ce pain-là, récolter un maximum de feedback. Et par rapport à tout ton bench de la concurrence directe, indirecte, par rapport à ce qui se fait, ce qui se fait déjà sur le marché, ben, voir comment est-ce que tu peux un petit peu te distinguer pour justement bah, proposer une nouvelle expérience que tes utilisateurs seront prêts à payer pour toi. Donc c'est vraiment ça au début, quand tu lances un MVP, ça va être un produit déjà qui reflète toute cette partie-là, où ça reflètera ta solution. Et puis derrière, tu peux refaire des sessions où tu vas venir faire récolter du feedback en interrogeant tes utilisateurs, en leur montrant un prototype qui peut être assez abouti, dynamique, pour tout le temps être dans cette phase d'itération où tu vas vraiment récupérer du feedback et puis itérer. Après, il faut pas non plus prendre tout feedback comme argent comptant. Ça, c'est ultra Ouais. important. Faut aussi que tu aies ton intuition à toi. Faut savoir se faire confiance. Déterminer un échantillon qui peut toujours être assez représentatif par rapport à un élément, tu sais pas, enfin, ça peut aussi te faire aller dans un mur. Donc, faut faire attention au feedback, même si c'est très important. Et puis derrière, ouais, faire du test and learn et puis y aller en amélioration continue, toujours en remettant les choses dans ton contexte, hein, par rapport à la bande passante que tu as, par rapport aux finances que tu peux allouer par rapport à ton produit et, euh, et y aller au maximum. Et puis derrière, ben, aller vers la quête de ton market fit avec ce produit-là. Bah, carrément, bah, en tout cas, je pense que Mika, il appréciera tes conseils. Merci pour le petit feedback. Du coup, ça, on est sur une phase un petit peu de pré-market fit, sur l'exemple dont on parlait justement de voir voilà, si ça mord à l'hameçon. Si tu arrives à voir, je sais pas, entre 1000 5000 utilisateurs, est-ce que tu considères, alors sur un produit B2B, hein, bien sûr, est-ce que tu considères qu'on est déjà en market fit ou pas? C'est à quel moment que tu penses qu'on a justement trouvé le market fit et qu'on sort du market fit, du pré-market fit? Bah là, on en rejoint un travail, enfin, on rejoint du coup ces réflexions par rapport à un travail continu que tu vas faire en matière de product discovery pour toujours ben, booster ton produit, tes utilisateurs, maximiser du coup l'impact business que tu vas avoir derrière, parce qu'il faut bien se payer des salaires aussi.
Donc, tu vois, Mika, il est clairement en pré-market fit. Donc, avec cette product discovery, ben, qui va consister à identifier, à comprendre du coup les problèmes qu'il souhaite résoudre, avec du coup la bonne solution. Faut qu'il mette en place un maximum de stratégies pour arriver à sa vision. Donc, on en revient aussi à la vision qu'il doit avoir. La, la partie, enfin, moi, c'est vraiment mon sweet spot, le early stage pré-market fit. C'est vraiment une étape où tu vas t'assurer que ton produit va répondre donc aux besoins de ton marché avant de pouvoir l'introduire à grande échelle et de le faire scaler. Parce que du coup, tu as vraiment ben, un match entre ton audience et ton produit avant de pouvoir vraiment scaler, où là, tu vas restructurer pas mal de choses. Donc, il faut toujours être prêt à faire des itérations le plus rapidement possible. Ça va être la force de tout produit, toute startup qui se lance sur un marché. C'est l'une de nos forces chez Human Linker que j'apprécie énormément avec mon équipe technique. On est sur un rythme de delivery qui est très rapide, ce qui nous permet vraiment d'itérer, tester, aller bencher et on avance très très vite là-dessus. On a un cycle de mise en production qui est en continu. Et du coup, on va vraiment tester très rapidement un insight. Donc, entre le moment où on va capter un insight et le time to market pour le mettre en production sur ton produit et pouvoir le tester du coup ben, avec la base d'utilisateurs que tu as déjà, ça te permet tout de suite, tu récoltes du feedback, tu itères, boum, tu réajustes. Cette dynamique où il faut vraiment avoir cet esprit itératif sur la partie pré-market fit pour délivrer le plus rapidement possible avec la meilleure qualité qui soit, c'est un must-have, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut. Puis moi, c'est vraiment la partie où je vais m'éclater le plus parce que tu es vraiment tu vas tout le temps tester de façon Surtout énormément de là, choses. c'est surtout le moment où tu as le plus de flexibilité pour tenter plein de choses. Ah, c'est vrai que c'est hyper important. Puis derrière, il faut que tu sois drivé tout le temps aussi parce qu'il y a cet aspect passionnant où tu testes plein de choses, mais derrière, faut pas perdre ton cap. C'est que tu es dans un contexte professionnel. Faut que tu sois sensibilisé au PNL, au profit and loss. Donc, toute démarche que tu vas entreprendre, tu dois tout le temps la rallier à un impact business recherché. Mhm. Et tu dois avoir un impact business. Tu as toujours une initiative business qui va découler d'une action que tu vas mettre en place, encore plus dans un contexte pré-market fit, parce que ta bande passante, elle est comptée, tes ressources, elles sont comptées, et ton objectif, c'est pas de t'amuser à tout tester dans tous les sens, c'est que tu vas tester Tiens, pour aller rechercher un impact business sur un élément clé. Donc, ok, voilà, je vois, c'est très clair. vas-y. Et c'est pas grave. On est là pour ça. Du coup, si on reparle de ton expérience chez Human Linker, je sais que pour toi, ça a été une grosse justement expérience humaine où, comme on disait, tu avais fait 200 entretiens. Ton CEO aujourd'hui, c'est Thibaut, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est Thibaut. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça a matché et comment ça a commencé votre histoire? Toi, justement, t'es arrivé au début, t'es arrivé à ce moment de pré-market fit où ils avaient déjà Ouais. enfin, ils avaient déjà mis en place des choses, ils avaient déjà quelques utilisateurs. Je sais qu'aussi on avait parlé d'une app desktop à la base. Il me semble quand Oui. t'es arrivé ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu t'avais fait une révolution et tu dis les Ouais, ouais. gars, on abandonne le desktop, on abandonne tout, on part que en SaaS. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, complètement. Donc moi, Human Linker, ça existait déjà depuis une petite année quand j'ai rejoint l'aventure. J'ai rejoint l'aventure en tant que deuxième salarié. Ouais. Donc il y a eu ce fit humain d'entrée de jeu avec Thibaut et Régis, hein. C'est vraiment un élément ultra important. Donc ils étaient complètement dans cette phase d'MVP, pré-market fit. Et il y a énormément de choses qui sont passées et Ouais. qui ont évolué. Donc au début, quand tu prends Human Linker, c'était vraiment une application desktop que tu devais télécharger sur ton OS et qui te permettait de faire vraiment une grosse partie de compte based marketing où en fait on allait détecter des momentum dans ta prospection. Donc en fait par rapport à tes prospects et à leur contexte d'entreprise, on vient détecter en live plein d'actualités, plein de signaux d'affaires et plein d'informations en matière de big data
sur ton prospect et sur ton entreprise, que tu as des informations firmographiques, financières, liées aux ressources humaines, pour pouvoir palper la santé financière d'une entreprise, comment est-ce qu'elle est constituée, quand est-ce qu'elle a été créée. Et par rapport à toutes ces informations qu'on va capter du coup sur l'entreprise et sur le prospect, derrière on peut identifier des moments clés qui vont te permettre d'engager sur un élément précis qu'on a pu détecter. Donc, Quand tu disons, dis élément précis, ça dépend de l'activité du coup du client et ce qu'il veut vendre au final, si je comprends bien. oui, ouais, ouais, exactement. Oui, oui, ça va être, ça va être ça, mais après, ça va être aussi, par exemple, on va détecter que l'entreprise X, elle vient de lever des fonds. Si Mhm. tu prospectes le VP Sales de cette entreprise, tu as tout de suite un élément dont tu vas pouvoir te servir en rebondissant là-dessus pour entamer du coup une stratégie d'engagement qui maximisera davantage du coup ta probabilité d'avoir un retour parce que tu vas contextualiser avec un élément de personnalisation qui du coup pour le coup a été la levée de fonds, euh, ton prospect. En tout cas, ils avaient ça, donc avec une vision qui n'a pas changé, pour vraiment amener un maximum de billes à toute audience qui fait de la prospection, des éléments de personnalisation. C'était une application desktop avec pas mal de contraintes techniques du coup pour pouvoir la télécharger. Et du coup, on est très rapidement, comme tu l'as dit, passé sur du SaaS. Donc, quand on est passé sur du SaaS, ça a permis deux choses. Ça a permis déjà de SaaSifier toute l'expérience utilisateur avec moins de contraintes qu'on pouvait avoir vis-à-vis du desktop. Et ça nous a permis de lancer notre motion product-led growth. Donc, au début, on était full sales-led, où du coup, on allait chercher des clients potentiels pour pouvoir répondre à cet élément-là, sachant que notre audience, c'est de la prospection B2B. Et du coup, là, on a pu lancer notre motion product-led avec un modèle économique qui a été revisité, avec du self-serve, où tu peux toi-même, du coup, te sign up, enfin, te créer un compte dans notre application et Mhm. commencer à tester. Donc, du coup, ça nous a ouvert les portes d'une stratégie d'acquisition beaucoup plus puissante. Qui C'est dit sûr. plus d'acquisition, plus d'utilisateurs, plus de feedback, et plus de feedback, Et du coup, surtout moins plus d'expérience. de besoins, ce qui est un gros problème, je trouve. Enfin, moi qui est une agence IT, c'est qu'au final, tu as toujours besoin de quelqu'un qui va communiquer pour ouvrir un compte, ouvrir un C'est ça. nouveau client. Et c'est vrai que pour ça, le SaaS donne très envie. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Et puis après, il s'est passé énormément de choses. On a intégré une technologie. Donc, on a fait un rachat, MyProfilia, qui avait mis en place une solution pour pouvoir détecter la personnalité disque d'un individu. Donc, le disque, ça retrace tes dominantes comportementales. Et du coup, ça, c'était des éléments clés pour nous, pour te donner ces insights sur un individu que tu prospectes à l'instant T, pour te dire, tiens, Victor, tu prospectes Arthur. Arthur, il est rouge, il est dominant. Tu as tout intérêt à jouer sur tel et tel fil pour pouvoir entamer ton engagement selon le canal de communication que tu vas choisir, entre de l'email, un meeting physique ou un coup de téléphone. Et du coup, en dressant ces différentes personnalités, nous, on a fait une analyse plus fine en allant sur des sous-profils par rapport à Il y a 4 cadrans. euh, et du coup, ça te donne vraiment des inputs très concrets, palpables et actionnables pour pouvoir engager avec un individu à un instant T. Donc C'est vrai là-dessus, que c'était... cette tech, elle est super intéressante. Tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça marche? Enfin, d'analyser un profil LinkedIn et sur les trois posts, une brève description que quelqu'un écrit, comment il peut Ouais, donc ça, détecter une c'est de la... personnalité? Ça me semble assez fou quand même quand on entend. Enfin, Ouais, donc c'est par déjà, rapport en à... réalité, c'est un peu dur quand on rencontre quelqu'un en physique, alors sur un profil LinkedIn. Comment cette boîte et du coup, comment vous, maintenant, vous arrivez à faire ça? Ouais. Alors, du coup, juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte sur Human Linker, Human Linker, c'est une solution qui permet à toute personne qui fait de la prospection d'automatiser la personnalisation. Ouais. Du coup, on a différentes technos, et dans notre outil où l'output, ça va être de l'hyper personnalisation dans ton engagement vis-à-vis de tes prospects, on est drivé par de l'intelligence artificielle sur pas mal d'aspects. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que grâce à HumanLinker, tu vois, si je te prenais du coup, Victor, je vais t'accompagner pour bien définir ton ideal customer profile, ton profil de client type.
tes personas, à qui tu veux t'adresser chez ces entreprises pour pouvoir vendre ton produit. Donc du coup, ça va t'aider à bien cerner ces éléments-là. Derrière, du coup, dans Human Linker, tu vas pouvoir rentrer ces éléments-là. On va te faire de la recommandation de leads qui match avec du coup ton ICP et tes personas. Et puis derrière, on va faire de l'enrichissement de données. Donc du coup là, on va aller récupérer un maximum d'informations sur ton prospect et sur son contexte d'entreprise. Et dans les informations de ton prospect, effectivement, il y a cette analyse disque qui passe par le profil LinkedIn d'une personne, où en fait on fait de l'analyse sémantique. On va récupérer tout ce qu'il y a sur ce profil, tout ce qui peut être écrit dans sa biographie, son expérience actuelle par rapport à son job title, toutes ses expériences passées, ses formations, ses posts LinkedIn, vraiment pour voir aussi la structuration de son parler. Donc on va récupérer vraiment beaucoup d'informations, y compris du coup sur son entreprise à lui, avec pas mal d'actualités, pour vraiment récupérer énormément d'informations recontextualisées par rapport à ton prospect. Donc tout ce traitement de data, nous on va l'ingérer, et derrière ça va nous permettre d'enrichir toutes les données sur le prospect et l'entreprise pour derrière te générer un message hyper personnalisé qui va reprendre des éléments par rapport à tous ces points de données qu'on a pu récupérer. Donc ça, c'est c'est le flow de Human Linker avec notre proposition de valeur. Et donc du coup, bah, on a commencé à intégrer toute cette couche d'IA courant 2023. Et là, depuis début 2024, pour vraiment fermer la boucle, on était sur le développement d'une brique d'envoi automatisé. Où maintenant, Mhm. on va t'aider à détecter tes leads, on va les analyser et les enrichir. On va te générer un message hyper personnalisé pour pouvoir engager avec tel prospect à tel moment. Et on va gérer l'envoi pour toi, pour que ce soit vraiment automatisé et que du coup, tu puisses suivre derrière tes performances d'engagement selon tes différents segments pour que tu puisses en tirer des conclusions, itérer, t'améliorer et maximiser du coup ta pipeline et ta prospection. C'est énorme. Honnêtement, moi qui fais de la prospection tous les jours, c'est un intérêt qui est tellement gros aujourd'hui où justement on reçoit trop de messages qui sont impersonnels et c'est simplement aussi parce qu'on manque de temps en fait sur les commerciaux. Il y a tellement de boîtes à contacter que c'est difficile d'avoir une approche qui est à chaque fois bien personnalisée. C'est vrai que Ouais, c'est pas évident. Et vous, à long terme, votre ambition, c'est de devenir par exemple sur l'automatisation un peu ce que fait un Wallaxy, un Capitaine Data, une grosse machine, où ça envoie aussi des mails, ça envoie aussi des messages LinkedIn en automatique. c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ouais. C'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Donc au début, quand tu reprends du coup tout ce parcours depuis notre MVP à aujourd'hui, où là on est dans un market fit qui est de plus en plus palpable Ouais. et on est en pleine croissance. Bah, au début, c'était des partenaires. Quand tu prends des Sales Love, des Outreach, et petit à petit, du coup, on a pris un virage pour nous-mêmes pouvoir opérer du coup cette partie-là d'envoi d'actions et de messages LinkedIn et d'email pour être all-in-one et puis permettre de vraiment proposer une expérience. On en revient à l'expérience vraiment de bout en bout par rapport à l'identification de tes leads à l'engagement automatisé de façon hyper personnalisée. Ok, en tout cas, c'est très propre. Il faut vraiment qu'on se refasse un call après, que tu nous présentes tout ça. Je pense que ça peut bien nous servir. Et justement, sur l'évolution de produits, là aujourd'hui, vous avez confirmé l'intérêt. Vous avez combien d'utilisateurs actifs aujourd'hui sur la plateforme? Aujourd'hui, depuis d'utilisateurs actifs, on en a plus de 10 000 qui sont répartis sur plus d'une centaine de pays. Donc c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment Ouais. réussi à avoir ce côté où on a spread sur toute la Terre. Donc on a des feedbacks hyper intéressants de différents pays aussi, même si ça reste majoritairement français et américain. Plein de différentes typologies, ça peut aller de l'auto-entrepreneur au freelance, à la petite start-up TPE, au grand compte côté en bourse. On a ces différents profils. On a notre Motion qui travaille bien sur la partie product-led et sales-led. Mhm. Et puis pour revenir à la question que tu avais du début, c'est ça, c'est que du coup, entre le MVP aujourd'hui, ben, c'est vraiment, on est tout le temps en train de s'adapter, d'itérer, de se rapprocher de cette vision. Là, on a un produit qui est beaucoup plus abouti,
avec cette expérience de bout en bout all-in-one qui couvre cette fois-ci différents spectres et qui nous permet d'être moins dépendant de solutions tierces. Et c'est génial, quoi, c'est super excitant. Ouais, j'imagine. Moi, je sais que un de mes plus gros défauts, est ce que mes associés, ils me reprochent tout le temps, c'est que j'ai trop d'idées à la fois. Comment tu Surtout chez Humanic. canalises, du coup, les besoins, on va dire, marketing, tes idées à toi, et le retour, on va dire, client, surtout sur plein de pays différents. Je suppose qu'en Asie, ils ont peut-être pas les mêmes feedbacks que aux États-Unis. Surtout en plus, si tu as une approche différente sur les langues, en plus, sur 100 pays, sur la personnalisation aussi, ça doit avoir un impact euh, qui peut être, je suppose, assez fort. Euh, Comment tu arrives à gérer ça, cette progression justement, fonctionnalité, marketing et aussi bah, ouais, tes idées perso au final, ça doit être Ok. une sacrée marmite. Ouais. Alors, sur la partie marketing, aujourd'hui, un product manager, t'es obligé d'avoir une casquette un peu double où t'es aussi un product marketeur et de travailler main dans Ouais. la main avec le marketing. Euh, Parce que derrière, ça va énormément t'aider à pouvoir prioriser tes nouveautés, tes améliorations, tes nouvelles fonctionnalités que tu vas vouloir lancer à un moment donné et de pouvoir les communiquer en fonction d'une roadmap qui aura été établie. Et moi, je peux pas travailler sans les sales qui vont vendre le produit, sans le marketing qui va communiquer sur le produit. Donc faut vraiment avoir cet esprit collaboratif et de travailler main dans la main avec tes différents collaborateurs. Et tu vois, moi, typiquement, je me dois de pouvoir communiquer sur une prochaine évolution pour que l'équipe marketing puisse préparer tout le plan marketing qui va découler de cette prochaine évolution qu'on va mettre en production. Donc, quand tu le fais, du coup, derrière, tu vas avoir du challenge. Donc, c'est pas toi qui va arriver en mode je fais ça, maintenant prépare. Non, c'est on compte préparer ça et dès le début, je vais impliquer un maximum de monde parce que c'est là où ça va challenger justement. Et pour répondre à ta question sur la partie marketing, le marketing, il va te challenger sur la partie persona pour pouvoir aussi adapter le bon wording par rapport à différents éléments que tu vas mettre en place. Au niveau de l'adoption, de l'anticipation de l'adoption de ta fonctionnalité, la manière dont elle va être intégrée dans un flow utilisateur au niveau de ton produit. Encore plus quand tu as une motion product-led, où là, du coup, c'est du self-serve, donc l'utilisateur par lui-même va devoir bien comprendre et adopter, du coup, telle ou telle fonctionnalité qui va répondre normalement à l'une de ces problématiques. C'est super important de vraiment d'impliquer tout le monde. Par rapport à tous les feedbacks que tu vas pouvoir récolter, faut prendre du recul. Et là, on en revient à ta deuxième question pour pouvoir vraiment prioriser. Donc, des feedbacks, ça vient de tous les côtés. Et nous aussi, on a une Wow. émulation de groupe qui fait on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Donc là, la complexité, ça va être de prioriser. Mhm. Moi, chez Human Linker, j'ai eu la chance de vivre un truc assez fou où pendant la dernière année, en plus de la partie product managerial, j'ai géré toute la partie customer support. Donc, du coup, j'étais en customer facing direct avec nos utilisateurs en self-serve et nos utilisateurs drivés par les sales où je pouvais du coup faire tous les setups des environnements, les onboarding, les formations, tout ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport à cette motion-là. Et du coup, l'énorme bénéfice, c'est que de par ma casquette produit, j'ai pu capter des insights en direct. Et puis derrière, ça va beaucoup plus vite parce que du coup, je capte, on va qualifier de façon collaborative, voir s'il y a un go ou un no-go par rapport à cet élément-là, et tout de suite derrière, le tester et l'itérer et le mettre en production si c'est jugé prioritaire. Donc c'est pour ça que encore une fois, ce rythme de delivery, il est très rapide parce qu'on a limité les points de friction et qu'on a aussi empoweré un maximum les gens dans la team, où tout le monde a sa dose d'autonomie, a sa dose de responsabilisation, et tout le monde va appliquer la méthodologie qu'il veut pour faire son métier. Je vais pas appliquer, nous on n'a pas typiquement avec la partie technique, on n'a pas de framework. Et je suis contre je suis pas contre, mais je préfère que un ingénieur avec qui je vais travailler s'auto-responsabilise pour comprendre le comment du pourquoi on doit faire telle tâche à un moment donné, plutôt que je lui explique.
En fait, si la personne, elle est assez engagée dans ton produit et qu'elle avait vraiment compris les pains du moment, les enjeux, bah en fait, quand tu vas parler d'un insight que tu as pu recevoir, tout de suite, ça va challenger et il va tout de suite comprendre. Et du coup, tu vas tout de suite pouvoir crafter une solution et derrière, elle va tout de suite partir en production. Enfin, avec bien évidemment Ouais, bien des sûr. environnements de test, de pré-prod pour valider ce qui avait pu être intégré ou implémenté. Mais c'est hyper important. Donc, que ce soit le marketing, nous en plus, on a une équipe grosse. Mhm. Donc, du coup, on peut travailler Là, vous sur êtes tout ce combien qui est sur vente. votre équipe growth? Ils sont deux. Ils sont deux, ok. Donc, Ils vont comment ils se opérer toute la répartissent les partie tâches? marketing aussi. Et comment ils se Pardon, répartissent, Victor? comment ils se répartissent les tâches, du coup, sur l'équipe grosse? Bah, ça va dépendre de la stratégie qu'on va adopter pendant une période. Donc, est-ce qu'on va être plus orienté product-led ou sales-led? Derrière, par rapport à nos campagnes d'outbound, ben, ça va changer pas mal de choses. Au niveau de toutes les ads qu'on va pouvoir mettre en place, ben, ça va aussi Technique. différer parce que du coup, on va pas travailler forcément sur les mêmes personas, sur les mêmes zones géographiques à un instant T. Ouais. Donc, c'est vraiment des stratégies qu'on va se donner par rapport à différentes périodes. Nous, en plus, avec Human Linker, on est utilisateur Ah, de notre j'imagine, oui, propre parfois produit des clients, derrière. ouais. Donc, du coup, bah, ça permet que tout le monde puisse tester, avoir des idées, le challenger. Ouais, Et, ouais. et après, la manière dont il s'organise, bah, justement, on va plutôt être incentivé par des objectifs. Et après, la manière dont tu t'organises, ben, tu vois, on s'organise pas tous de la même manière, donc on va respecter la manière dont ils vont choisir ben, telle méthode, tel outil, tel élément pour le faire. Ah, c'est trop cool. Et tu arrives à donner, du coup, un impact sur la data qui est utilisée sur le marketing, de ce que je comprends. Votre principal canal d'acquisition aujourd'hui, c'est l'Ads ou votre outil en soi-même sur de la prospection? Toi, tu trouves que c'est quoi celui qui a le plus gros retour? Aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, on a une bonne stratégie d'acquisition. Ouais. On a des utilisateurs qui s'inscrivent tous les jours sur notre produit. Qui nous permettent tout le temps, avec la data qu'on va pouvoir analyser a posteriori, ben, comprendre et puis cerner des zones sur lesquelles on doit rapidement actionner des leviers pour pouvoir améliorer ce qui se passe. Tu vois, typiquement, il y a un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient sur notre produit, mais qui n'allaient pas forcément activer un plan payant derrière. Ouais. Et en fait, on a tous refait des onboardings sur notre produit et on a pu identifier des points de friction par rapport à de la complexité dans différents flows qu'on avait pu voir, qu'on a resimplifié derrière. Donc, on a cassé l'existant pour reconstruire. On a aussi amélioré certains éléments. Là, en ce moment, on est en train de mettre un product tour in-app contextualisé en fonction de qui t'es au moment où tu vas venir t'inscrire sur notre produit. Donc là, c'est un travail très collaboratif avec l'équipe grosse marketing justement pour pouvoir mettre en place le bon flow et le bon wording qui va nous permettre de faire des focus fonctionnels qui vont tout de suite délivrer de la valeur pour l'utilisateur. Donc t'as différentes parties et en fonction de là où tu vas te situer par rapport à une initiative, par rapport à un objectif, bah on va tirer sur différents leviers. Mais Ok, la ok. collaboration reste ultra clé et vraiment d'imbriquer les personnes. Je dis pas tout le monde, on va pas partir dans de la réunionnite aussi, il faut que ça se fasse de façon beaucoup plus naturelle. Mais en tout cas, il y a vraiment cette partie collaboration et challenge au quotidien qui est vraiment ancrée dans l'ADN de Human Linker. Et du coup, on va facilement aller se pinguer les uns les autres pour pouvoir tout de suite crafter une exploration de solutions par rapport à une problématique. Et derrière, on va bien la communiquer, la véhiculer dans la boîte. Et du coup, c'est ça qui nous permet de maintenir ce rythme de delivery assez fort, qui fait que Mhm. ben, toutes les semaines, tous les jours, ça avance, il y a de la nouveauté, tu te sens incentivé de façon beaucoup plus forte. Ok, ouais, c'est hyper clair. Merci, en tout cas, Arthur. Et justement sur la partie technique, parce que du coup, bah, c'est bien de vouloir des choses, mais aussi il faut les réaliser. Comment tu t'entends aujourd'hui avec tes développeurs, ton CTO? Euh, Comment aujourd'hui, voilà, vous répartissez les tâches? Combien vous êtes?
Parce que voilà, sur des SaaS qui montent rapidement, et puis je suppose que moi, j'ai vu sur votre site là que vous êtes à la recherche de monter en série A. Je Ouais, suppose que ça doit aussi avoir un gros impact où à chaque fois, ben, que ce soit les VC ou n'importe quel investisseur va regarder aussi ce qu'il y a sous le capot. Comment vous arrivez à gérer ces deux côtés? ouais. Moi, la particularité chez Human Linker, c'est que mon CTO, il est cofondeur. Ok. Donc du coup, il a une double casquette. Il a vraiment une casquette de fondateur avec énormément d'éléments sur la partie stratégie. Et c'est aussi mon principal développeur. Aujourd'hui, on est deux développeurs enfin, il y a deux développeurs chez Human Linker que je considère beaucoup plus comme des product engineers, où ils Mhm. sont vraiment auto-responsabilisés et ultra autonomes sur la manière dont ils vont pouvoir gérer notre flux de delivery. C'est hyper rare, Euh, hein, chez des développeurs. Ouais, c'est une vraie volonté commune justement entre Régis, le CTO cofondateur, et puis moi aussi dans ma philosophie, dans ma culture du produit, Ouais. où j'aime pas les flows classiques où tu vas en tant que product manager prendre un insight, pouvoir le qualifier, commencer à poser des specs, puis Mhm. redistribuer tes specs à un product designer pour qu'il puisse du coup mettre en place ton prototype, pour je puisse décliner tout ça sous forme de ticket que je vais donner à un développeur à un instant T. Et du coup, là, typiquement, quand je dis ça, on voit bien que le développeur, il arrive en bout de chaîne. C'est Donc ça. du coup, je Ouais. trouve que ça a un côté infantilisant et Ouais. non responsabilisant par rapport à, encore une fois, à ta vision, à ta mission d'entreprise, à la manière dont tu vas aller chercher quelque chose de nouveau demain. Et nous, en fait, c'est complètement inversé. Nous, il y a une récolte d'un besoin. Déjà, ça peut être le développeur qui le récolte ou ça peut être moi. Et on va tout de suite collaborer, tout de suite d'entrée de jeu, pour pouvoir imaginer ce qu'on va faire de façon priorisée. Donc, tu vois, dans ce sens-là, c'est hyper important. Puis, ma relation avec, elle est un peu traite ta question s'il regarde la vidéo derrière, mais avec Régis, on s'entend super bien. Ce qui est important, c'est d'avoir du respect, de Ouais. respecter la personne avec qui tu vas pouvoir travailler. Surtout On est son tous les deux périmètre, en fait. voilà, on est tous les deux des passionnés. On n'a pas la même façon de faire sur pas mal de choses, mais Ouais. derrière, on va se respecter et de par ce respect, en fait, on va s'adapter à l'autre. On va pas être en lutte, on va pas être en conflit. On va toujours être à l'écoute de l'autre, pouvoir débattre sur des sujets et trouver une nouvelle zone de confort qui nous convienne à tous les deux pour pouvoir mieux collaborer. Et de cette manière-là, on l'a itéré, puis on l'a fait sur énormément d'éléments pour pouvoir gérer notre to-do au quotidien, pour pouvoir gérer notre rythme de delivery. Nous, on n'est pas sur des sprints, on est sur une roadmap beaucoup plus flexible, qui va plus s'apparenter à du now, next, later. Et du coup, on va Mhm. fonctionner par priorité. Et tant que la première priorité qui a été jugée priorité 1 n'est pas craftée, n'est pas faite, ben on va pas passer à la priorité 2, sauf si la bande passante nous permet de faire plusieurs priorités en parallèle, ce qui nous arrive souvent et heureusement. Mais on a vraiment cette flexibilité qui fait que, ben, au niveau de la collaboration qui est essentielle, ça se passe super bien. Et je suis désolé, Victor, t'as posé une deuxième question aussi pour. Je pense que tu l'as assez répondu, hein. De toute façon, c'était surtout comment vous planifiez ensemble vos différents rôles. Et je suppose qu'aussi vous évoluez pas mal aussi bah, autour de tout ce qui se passe d'un point de vue tech autour de vous. Si vous êtes justement sur un vrai pairing et pas sur une délégation de tâches, sur tout ce qui est, on va dire, la montée de l'IA et que justement votre plateforme euh, est aussi sur de la personnalisation. Je suppose que l'arrivée de ChatGPT, enfin plutôt de OpenAI, ça a dû faire un gros boom aussi bah, même sur l'interest, le hype un petit peu justement de la Ah personnalisation ben, au complètement. final dans les messages. Ouais. Ça a dû même vous aider en fait au final dans votre croissance. Nous, l'IA, elle fait complètement partie de l'histoire de Human Linker. OpenAI, quand c'est arrivé dans le public, puis qu'on a commencé à pouvoir tester, faire joujou, c'était début 2023, fin 2022 peut-être.
Je sais plus exactement. En tout cas, quand tu reprends cette partie vision, c'est là où c'est cool d'être porté aussi par des fondeurs qui sont visionnaires. C'est qu'on a tout de suite embrassé le virage de l'IA. Donc on s'est tout de suite mis, et quand je dis nous, c'est pas les développeurs et moi, non, c'est tout le monde qui Ah, s'est si, mis pas. à tester ce large modèle, ce LLM. Et du coup, on a détecté une opportunité magnifique sur la partie IA générative, qui est du coup la finalité de notre produit, où on va venir te générer de façon hyper personnalisée et unique des messages par rapport à tes différents prospects avec lesquels tu engages à un instant T. Donc ça, l'IA, elle a pas changé notre produit, mais en tout cas, on l'a embrassé et elle a fait vraiment évoluer notre produit pour pouvoir maximiser ce cap de vision qu'on pouvait se donner et qu'on se donne toujours aujourd'hui, bien évidemment, pour, pour pouvoir maximiser l'expérience utilisateur qu'on veut faire. Nous, on a un module juste pour que tu comprennes bien, de campagne, où typiquement, tu vas dire, ben, je recherche des VP Sales qui sont en France dans des entreprises entre 50 et 200 salariés dans l'industrie cybersécurité. Nous, on va pouvoir te générer des leads qui matchent parfaitement du coup avec tes critères de recherche qui rejoignent ton ICP et ton persona. Derrière, tu vas les ajouter à ta campagne, on va les enrichir. Donc là, on va récupérer un maximum de données sur ton prospect et sur leur contexte d'entreprise. On va te donner un score de personnalisation. Donc en fonction du volume de données qu'on va pouvoir récupérer sur eux, on va t'indiquer du coup un scoring de personnalisation qui est clé par rapport à ta stratégie d'engagement. Et derrière, en un clic, donc si par exemple tu avais fait une séquence avec 10 étapes, euh, une invitation LinkedIn, un message LinkedIn, des emails, nanana, et que tu avais mis 100 contacts dans ta campagne, ça veut dire qu'il y a 1000 messages à générer. En un clic, on va te générer ces 1000 messages qui seront tous uniques et hyper personnalisés et qui vont calquer du coup avec ton momentum de tel prospect qui est dans telle entreprise au moment où tu vas engager. Et après, en un Mhm. clic, tu vas pouvoir envoyer tous ces messages qui seront planifiés bien évidemment par rapport à ta séquence. Mais donc du coup, l'IA, on l'a complètement embrassé. On utilise l'IA aussi pour guider nos utilisateurs qui font de la prospection à bien définir leurs différentes propositions de valeur. Parce que tu vas pas pitcher ton entreprise de la même manière si tu t'adresses à un VP Sales ou si tu t'adresses à un VP Marketing. Et potentiellement, Mhm. si c'est un VP Sales dans telle industrie et un VP Marketing dans telle industrie, tu vas pas forcément mettre en avant les mêmes social proof. Donc en fait, en fonction de tes différentes zones de prospection, on va t'aider à bien définir ta proposition de valeur qui sera un des éléments qu'on va injecter dans toute notre technologie de prompt IA pour te générer du coup des messages hyper personnalisés. Donc Et là, du c'est coup, vraiment. vous vous basez sur quoi pour faire vos prompts? Alors C'est... aujourd'hui on est sur OpenAI, Ouais, donc on passe par l'API ChatGPT. Après, ce qui est super intéressant à Human Linker, c'est que du coup, ben déjà, tu as des nouveaux produits qui pop tous les jours. ouais. Donc en matière de veille, on Ouais, en parlait au ça, début, tout, ouais. donc faut Et toujours vous avez jamais c'est essayé Mistral aussi, qui est... Mistral, on discute si Mistral, on a déjà discuté avec le CEO. Ouais. On teste tous les LLM, donc vraiment que ce soit tu as du Copilot, du Claude, du Gemini, on regarde vraiment qu'est-ce qui surperforme par rapport à notre enjeu de génération derrière. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser demain pour améliorer certaines fonctionnalités basées enfin, drivées par de l'IA qui pourraient maximiser la satisfaction et l'expérience utilisateur. Et puis derrière, on bench vraiment tout ce qui se fait. Quand tu vois tout ce qui se fait aujourd'hui sur la vidéo, sur le call, nous on est en train de travailler sur toute cette partie calling pour faire du call qui soit plus personnalisé. C'est génial. Donc on est obligé de suivre la tendance, de bencher en permanence ben, qu'est-ce qui pop comme solution. Derrière, c'est inspirant, parce que du coup, tu vas pouvoir ben, prendre certains aspects que tu trouves mieux pensés à un instant T par rapport à toi. Donc ça te permet de maximiser aussi ta bande passante sur certains sujets. Donc non, c'est vraiment ultra excitant.
au jour le jour, quoi. Ouais, trop cool, trop cool. Je sais pas sur les prochaines fonctionnalités que justement tu rêverais d'implémenter. Peut-être que tu veux pas trop en dire non plus. Je sais pas si vous êtes de la concurrence ou pas. Plutôt sur de la transparence au niveau de Ouais. la communication aussi, hein. On a pas mal d'éléments. Human Linker, quand tu prends au tout début de la genèse du projet Human Linker, il y a- il y avait tout un élément qui tournait autour de l'intelligence relationnelle. Donc pour pouvoir maximiser en fonction des personnes avec qui tu es déjà en relation, pouvoir, tu vois, typiquement faire de la mise en relation ou en tout cas te dresser au sein d'une cartographie d'entreprise et selon ton réseau, la meilleure personne avec qui tu devrais engager un instant T pour Mhm. maximiser ton taux de retour et puis booster derrière tes revenus. Donc cet élément de relationship intelligence, ça, c'est des Ouais, éléments qu'on a rangés dans un tiroir, mais qui sont là et que c'est sur quoi lesquels tes on pistes va. du coup, c'est quoi tes pistes pour trouver au final, c'est ça qui compte dans une relation. C'est le moment T que tu rencontres une personne qui est sur la bonne phase, que ce soit de manière pro ou même amicale. C'est vrai que c'est le moment qui crée la relation. Donc, c'est quoi vos pistes justement pour arriver à créer ça? Tout va Enfin, partir de la réception des idées. Tu vois, nous, mhm, on a une bibliothèque d'insights dans un Notion chez Human Linker. Et la force, ça va être de tout le temps et vraiment systématiquement remettre les choses dans leur contexte. mhm, Euh, donc, par rapport à nos différentes initiatives, là, on rentre dans de la stratégie de priorisation. Et là, du coup, ben, faut être contextuellement conscient de ta bande passante, des ressources, des enjeux actuels que tu as par rapport à ton entreprise. Et du coup, ben, dans tout ce schmilblick, ben, réussir à avoir la meilleure priorisation par rapport aux futures initiatives sur lesquelles tu vas vouloir avancer, remise dans leur contexte de marché, remise tout le temps dans un contexte. Donc, rester vraiment en alerte sur ce contexte, ça nous aide énormément. Moi, j'apprends énormément avec mes fondateurs à toujours mieux savoir comment dire non et à pas vouloir faire tout d'un coup. Et du coup, il y a certaines choses qui sont stratégiques, qui sont à fort enjeu avec un fort potentiel, mais par rapport à notre phasing de boîte, à notre culture de produit, à la maturité de notre team à un instant T, ben, on sait que ça, on va le déprioriser et qu'on rouvrira le tiroir beaucoup plus tard. Donc aujourd'hui, on sait que on va percer sur 2025 le marché des États-Unis, qui est un super marché pour nous au niveau de la prospection commerciale B2B. ouais. On nous demande de plus en plus aussi, tu vois, on va attaquer d'autres verticales, sans doute. Donc, quand tu prends la verticale du recrutement, il y a un élément de prospection qui est très fort. C'est pas de la prospection commerciale, c'est de la prospection de candidats ou d'entreprises. Mm, mm. Mais en tout cas, c'est aussi un univers qui est très proche de ce qu'on se fait d'un point de vue prospection commerciale, mais qui demandera à ce qu'on adapte beaucoup de choses aussi dans le produit. Donc, s'ouvrir sur d'autres verticales. Et puis là, après, comme je te le disais, on travaille aussi sur le calling. Donc, ça, c'est des éléments, quand tu prends tout le spectre de la prospection commerciale, ben, le call, c'est un élément clé et Bon, sur qu'on est le en call, train d'appliquer. comment vous allez faire ça? Vous allez avoir une IA aussi qui va cold caller le client ou... Là, tu vois, quand tu me parles, tu vois, la question, elle était très légitime, Victor. C'est qu'est-ce qu'on va faire Ouais. concrètement? Je ne le sais pas encore. Par contre, Mhm. on discute déjà avec des entreprises qui ont des solutions de calling, qui seront sans doute des Ouais. partenaires clés pour qu'on puisse pouvoir les intégrer dans notre produit ou que nous, on puisse s'intégrer à leur écosystème et que du coup, ce soit donnant-donnant. Enfin, justement, rajouter, nous, on a pas mal de briques au niveau de la, de la data qu'on vient analyser, enrichir sur un prospect, une entreprise à un moment donné. Ça peut venir nourrir des solutions de calling et nous, on veut intégrer des solutions de calling pour pouvoir bah, justement faire du call augmenté Ouais. où on C'est vrai pourrait. que aussi les commerciaux, en fait, ce qu'ils ont besoin généralement, c'est... Enfin, t'as une liste à 100, parce que j'en ai fait aussi personnellement, j'en fais même encore de temps en temps. C'est vrai que t'as une liste de 100 prospects. Alors là, je sais pas, tu vas en contacter 50 dans la journée.
Et c'est vrai que regarder chaque profil, analyser chaque site internet et réfléchir, bon, c'est quoi la meilleure approche pour cette lead-là? C'est un travail qui prend énormément de temps dans la vie je pense, de chaque sales. C'est vrai que si tu arrives à même faire en 5 dealings, c'est quoi la meilleure approche pour potentiellement décrocher un rendez-vous ou juste marquer un intérêt, ça peut économiser énormément de temps. Je devrais travailler Ah, chez Manlinker, tu vois. eh ben bien, teste la solution déjà. Non, je plaisante. Donc c'est vraiment votre objectif, c'est vraiment couvrir tout le spectre commercial au final, ne pas se limiter juste aux messages et aux mails, mais aller au-delà de là et vraiment faciliter la personnalisation ouais, sur tous les sens, que ce soit sur le commercial et recrutement. Après, il y a aussi d'autres filières qui pourraient fitter que juste le commercial ou le recrutement. Ben, là, Vers le après, produit. honnêtement, il y a peut-être d'autres filières, mais ça ne m'intéresse pas trop de dédier du jus de cerveau à ça, si je Ouais, puis dire, pour le moment. Parce que aujourd'hui, on est vraiment on est sur une belle trend. On a encore beaucoup de choses à prouver. On a ouais, un super marché devant nous. On est dans l'industrie de l'IA générative. C'est une énorme industrie qui est en plein boom. Donc déjà, valider notre créneau actuel ouais. et rester focus, vraiment rester focus La pour valeur pas trop ajoutée, ouais. justement ben, dévier et aller sur trop de domaines en même temps. Donc là, moi, mon enjeu principal aujourd'hui en portant la stratégie produit chez Human Linker, c'est vraiment de faire en sorte qu'on soit vraiment focus sur cette vision qu'on s'est donnée et sur cette roadmap qu'on a jusqu'à la fin de l'année pour maximiser tout ce qu'on veut mettre en place. Et on a encore des choses à. Il y a des belles choses qui arrivent, donc Ouais, trop restons cool. focus là-dessus. Cool, trop cool. En tout cas, ça a l'air d'être une belle aventure. Et justement, avec toutes ces expériences, c'est vrai que là, tu vis du coup une expérience qui est assez humaine. C'est un petit peu Mon euh, autre job. voilà, on va dire, ce qui te guide au final tous les jours. Mais quand même, il y a toujours un petit peu de concurrence aussi. C'est quand même un monde qui est compétitif. Comment tu arrives justement à toujours rester qui tu es, sans non plus trop dériver, et toujours se focus bah, sur tes valeurs? Est-ce que tu as un conseil là-dessus qui peut aider? C'est vrai que c'est pas une Ouais. question facile. Non, non, non. Non, bah après, je pensais à plusieurs choses en même temps. Canaliser son cerveau, déjà, c'est bien. Non, c'est très important de garder un épanouissement et de pas voir le travail comme une fin. Dans notre premier échange, je t'avais expliqué, moi, dans ma philosophie, j'essaye de gommer le mot travail et le mot vacances pour éviter de dire ah trop chouette, je suis Ouais, en vacances ou ah non, je suis au travail. Non, je veux juste vivre au jour le jour avec passion et avec bien-être. Donc après, ben c'est pas tous les jours facile, bien évidemment. Et puis ça m'arrive de râler. Mais puis il faut trouver son équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Comme toi, je suis avec ma compagne, on a une petite fille qui a 6 ans et demi. Et tu vois, on rejoint les valeurs. Chez Human Linker, c'était très direct le fait qu'ils épousent la culture du télétravail. Du coup, moi, je suis en full remote. Je suis basé à Saint-Martin-d'Air, collé à Grenoble, dans mes montagnes. Mhm. Et du coup, j'ai une flexibilité dans mon travail qui me permet d'être là pour ma fille, pour ma compagne, et puis de pouvoir bien organiser mon temps, même si je suis en quête de petits tips pour pouvoir m'améliorer, hein, on pourra discuter Ah, toujours. On n'est mais, jamais assez près ici. mais ouais, non, ce que je pourrais dire, c'est sincèrement, dans une entreprise, tu te rappelleras principalement de l'expérience humaine que tu vas vivre. Donc, du coup, au plus tu feras preuve d'empathie, avec tes collègues et de respect. Et au mieux, ça pourra se passer. Est-ce que tu as envie que c'est comme une relation amoureuse, c'est comme une relation amicale. Tu veux te dire les choses, tu veux pas qu'il y ait d'injonctions paradoxales et qu'il y ait des non-dits derrière. Parce que s'il y a des non-dits et que tu n'en es même pas au courant, déjà, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du climat dans ton entreprise qui va pas. Donc, que tu sois fondateur ou que tu sois salarié, vraiment maximiser la transparence et la collaboration pour pouvoir impliquer un maximum de monde et éviter que une décision te tombe dessus
sans que tu aies été impliqué et que tu comprennes même pas le comment du pourquoi, ce qui va te générer de la frustration. Ça se trouve, tu as un désaccord total avec cette décision, donc tu vas juste avoir un rôle d'exécutant et d'appliquer quelque chose de façon bête et méchante. Et ça nourrit pas l'engagement au travail. Aujourd'hui, on est Ouais, clairement. dans une société où il y a quand même beaucoup de gens qui sont désengagés dans leur travail et Ouais. on a un gros rôle à faire sur sur le management Ouais. et le voir un petit peu plus comme une forme de coach qui est vraiment présent et qui est là pour t'aider et c'est du donnant-donnant. Moi, j'aime beaucoup la méthode de Will qui a été montée par Pierre Fournier. Ok. C'est qui te donne des billes justement sur la partie ben, comment mieux te comporter en tant que manager et en tant qu'humain dans une entreprise pour pouvoir dire les choses au bon moment et ne pas Mhm. garder des choses au fond de soi. C'est le succès dans ta boîte, dans une boîte, il va passer par le bien-être et l'engagement de tes salariés. C'est prouvé, c'est Clairement. montré. Une entreprise où tes collaborateurs sont heureux est une entreprise qui va réussir. Bon, sauf si tu Hmm. es au début de l'aventure, que tu es 3 et qu'en chez Oui, tu as t'as besoin de dire ton produit. voilà. Donc c'est ça, l'entrepreneuriat, le salariat, ça, c'est pour ça que je te dis que je suis très émotionnel à l'humain, à la vision, mais avant toute chose, ça restera une aventure humaine. Que tu le veuilles ou non, c'est une aventure humaine. Peu importe la finalité de ton produit, peu importe le modèle économique de ton produit, peu importe la motion sur laquelle tu vas travailler, avant toute chose, ça restera une aventure humaine. Donc maximise cet élément-là que ce soit dans le monde professionnel, dans ton couple ou avec tes amis. Et puis derrière, ça va couler, quoi. Bon, Dans le ça, bon on sens du terme, peut dans le bon sens du terme. c'est facile à dire, mais en tout cas, moi, c'est mon mantra, ce qui m'anime au quotidien, hein. Et je verrai jamais une entreprise comme un boulot. Je verrai Ouais, une ouais. entreprise et une expérience, et c'est d'abord une aventure humaine, avec des gens avec qui je vais interagir par rapport à des éléments. Et je veux pas que ça gueule, je veux qu'on se respecte, je veux qu'on puisse se dire les choses, je veux pas avoir la boule au ventre si j'ai quelque chose qui va pas. Et ça, c'est de la confiance et c'est du donnant-donnant. Et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Bon, bah, c'est cool. Le conseil, si je résume, c'est que chacun soit au final libre sur ses propres décisions et qu'effectivement, ça soit le focus, on va dire, de pouvoir vivre en fait son expérience, au final, qui fait oublier au final tout ce qu'il y a autour, quoi. Faut poser, je rajoute juste qu'il faut qu'il y ait un cadre. Le cadre, Ouais. c'est très important et c'est complexe à mettre en place. Tu vois, nous, on a annoncé une levée de fonds pour fin d'année. On va rentrer dans une phase de scalabilité. On va recruter, on va restructurer nos process, on va restructurer une équipe. Pour que tout le monde s'y retrouve, on doit poser un cadre, on doit bien Mm. communiquer sur ce cadre qui va Ouais. évoluer et qui va vivre avec l'entreprise. Donc les personnes doivent le comprendre pour pouvoir nous dire aussi ce qu'elles en pensent pour qu'on puisse éventuellement faire des réajustements. Mais, mais tout ce que je viens de dire avant, en tout cas, c'est très important qu'il y ait un cadre. Sans cadre, Mm, mm, mm. cette liberté, ben, ça va partir dans tous les sens et ça, c'est pas possible. Il faut, à minima, qu'il y ait un alignement qui fait que tout le monde s'y retrouve au mieux par rapport à un cadre établi. Bah, c'est très très clair. Bah, en tout cas, merci hein, pour tes explications. C'est vrai que je pense que beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui ben, comment je peux revivre une expérience humaine dans mon travail. Et c'est vrai qu'on est dans une société aussi où au final tout devient de plus automatique et aussi les travails sont de plus en plus aussi des fois restreints à part sur des niveaux on va dire plus avancés. Donc effectivement, ça donne une force de courage. Et alors on arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que tu voudrais promouvoir peut-être ton entreprise, des proches, un projet? Euh, Ben, complètement. En tout cas, ouais, si t'écoutes ce podcast, déjà, ça fait plaisir. Et si t'es arrivé jusqu'au bout, c'est que j'ai pas raconté que n'importe quoi avec Victor. Mais si tu fais de la prospection commerciale B2B, je peux que t'inviter à venir tester Human Linker. On a un modèle freemium, donc tu peux venir tester sans rentrer ta carte bancaire, te créer un compte, commencer à trouver des leads et à plugger du coup tes comptes LinkedIn et email pour pouvoir gérer de l'envoi automatique de messages et bénéficier de toute notre technologie et IA pour voir du coup toute cette dose d'enrichissement et de personnalisation qu'on va pouvoir t'apporter. Donc là-dessus, je peux que encourager les gens à venir tester. Moi, ça me permettra d'obtenir des feedbacks, d'obtenir des insights, donc n'hésitez pas à les faire. Et puis, et puis oui, après ça,
On en avait pas mal discuté tous les 2, mais j'ai monté avant l'aventure Human Linker une communauté de télétravailleurs. Ça me tient à cœur d'essayer de rassembler un maximum de télétravailleurs sur une plateforme. Pour l'instant, c'est un Slack collaboratif. On est plus d'une centaine. J'ai pas encore pris le temps de trop l'animer, mais je serais ravi de t'y retrouver parce que ben, dès que je vais commencer à avoir un petit peu plus de bande passante de mon côté, je vais animer la communauté pour faire en sorte qu'on puisse s'échanger des conseils, qu'on puisse faire des séances de pair working selon différents éléments. J'ai beaucoup d'idées derrière la tête et le télétravail est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Donc pour tous les freelances qui se sentent parfois seuls dans leur télétravail, on les invite grandement. Après, je te remercie toi aussi, hein, Victor. C'est une belle rencontre. Je sais qu'on va continuer à bien échanger tous les deux en plus, donc je te C'est remercie que le début, d'avoir hein. porté C'est que le cet début, intérêt. Arthur. Eh ben, parfait. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et vraiment pour les réponses riches que tu as pu apporter. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Eh ben, écoute, à une prochaine. Ouais, carrément. Ben, je te remercie, hein, Victor. Ciao Allez, tout à le très monde et puis bonne bientôt. fin de journée, hein. Allez, bye.